Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. 24, pas 1, pas 5. À Séoul, les machines qui étaient censées dominer le ciel disparues. Et Washington se tait, mais ce silence n'est pas la paix. Ce qu'on nous cache en ce moment est bien plus grand que les appareils, bien plus grand que Téhéran. Et ce qui vient ensuite pourrait tout changer. Tout. Apparemment, quand Effet refuse de coopérer, le bouton du volume devient la stratégie de rechange. Quelque chose a mal tourné. Pas lentement, pas discrètement, mais sous les yeux du monde entier. Pendant des mois, l'administration Trump avait envoyé un message très clair à Téhéran. Le ton était fort. Les menaces étaient directes. Des responsables parlaient de mettre l'Iran à genoux. Ils parlaient d'une reddition sans condition. Ils parlaient d'un changement de régime. Les mots tombaient vite et ils tombaient fort. Et le monde regardait chacun d'entre eux. Mais les mots ne sont pas des armes. Et c'est exactement là que la première fissure est apparue. Quand les États-Unis ont lancé leur campagne militaire contre l'Iran, l'attente à Washington était simple. Frappeur fort, frappeur vite. Regardez le régime s'effondrer. Regardez le peuple iranien se soulever. Regardez le problème disparaître. Il n'a pas disparu. Au contraire, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'Iran n'a pas cédé. L'Iran n'a pas supplié. L'Iran ne s'est pas rendu. Au contraire, l'Iran a riposté. Et il a riposté avec un niveau de précision et de persistance qui a pris de nombreux analystes au dépourvu. Les missiles continuaient d'arriver. Les drones continuaient de voler. Et les dégâts continuaient de s'accumuler. Il s'est avéré que l'assurance télévisée et les résultats sur le champ de bataille n'étaient pas, en fait, le même système d'armes. C'est ici que l'histoire devient très importante à comprendre. Quand un gouvernement fait de grandes promesses en public, puis échoue à les tenir, il fait face à un choix. Il peut admettre l'échec, ou il peut le cacher. L'administration Trump, selon des analystes supérieurs de la défense, a choisi la deuxième option. Et les médias américains, pour l'essentiel, l'ont aidé à le faire. Des chiffres ont commencé à apparaître sur les écrans de télévision. De gros chiffres. Des chiffres impressionnants. Des responsables affirmaient que les défenses aériennes américaines et israéliennes interceptaient 92 à 94% de toutes les frappes iraniennes entrantes. Quand le point de presse devient fragile, les pourcentages deviennent souvent très soignés. Ils affirmaient que chaque frappe aérienne américaine sur le sol iranien avait été un succès. Efficacité de 100%. Pas un raté. Pas un échec. Des résultats parfaits chaque fois. Des analystes qui avaient passé des décennies à étudier les opérations militaires ont regardé ces chiffres et n'y ont pas cru. Aucune campagne aérienne dans l'histoire de la guerre moderne n'a jamais atteint 100% d'efficacité, ni pendant la Deuxième Guerre mondiale, ni au Vietnam, ni pendant la guerre du Golfe. Jamais. La salle de presse aime peu être les chiffres parfaits, mais la réalité tient généralement à laisser des traces partout. L'idée que cette campagne contre un adversaire bien préparé, profondément retranché comme l'Iran, obtenait d'une façon ou d'une autre des résultats parfaits ne correspondait pas à la réalité. Et les preuves étaient visibles pour quiconque portait attention. Des villes censées être protégées continuaient d'être frappées. Des endroits qui avaient déjà été touchés l'étaient de nouveau parce que la première frappe n'avait pas terminé le travail. Le taux d'interception que les responsables célébraient à la télévision était, selon des experts indépendants de la défense, probablement beaucoup plus près de 50%, peut être même plus bas. Mais ce qui rendait la situation plus dangereuse encore que de mauvais chiffres, c'était ceci. Les gens qui livraient ces fausses statistiques n'étaient pas des commentateurs quelconques. C'étaient d'anciens responsables gouvernementaux. C'étaient des officiers militaires à la retraite. C'étaient des personnes avec des titres et des références. Des gens auxquels les téléspectateurs ordinaires faisaient confiance. Et ils allaient sur le grand réseau de télévision pour dire des choses qui étaient tout simplement fausses. Un ancien directeur adjoint du Conseil de sécurité nationale est apparu dans une grande émission d'information et a dit aux téléspectateurs quelque chose de remarquable. Selon lui, le public américain ne devait pas écouter la version iranienne de l'histoire. Seule la version des événements donnée par le gouvernement américain devait être considérée digne de confiance. Il est allé encore plus loin, en affirmant que toute personne qui remettait en question le récit officiel n'était pas un Américain loyal. Cette déclaration à elle seule révélait quelque chose de crucial. Quand un gouvernement commence à dire à sa propre population d'ignorer toutes les autres sources d'information, ce n'est pas de la confiance. C'est de la peur. C'est le comportement d'une administration qui sait que la vraie histoire ne correspond pas à la version qu'elle vend. Et la vraie histoire devenait plus difficile à cacher. L'Iran s'était préparé à ce moment depuis des années. Leur véritable flotte navale, celle qui était capable d'un usage opérationnel sérieux, était stockée sous terre. Leurs forces aériennes
que beaucoup présumaient être leur faiblesse, n'a jamais été leur arme principale. Leur arme, c'était les missiles. Des missiles de précision lancés par vagues depuis des endroits dispersés, cachés, et presque impossibles à éliminer complètement. Les États-Unis étaient entrés dans un conflit en s'attendant à une victoire rapide contre un adversaire qui avait passé des années à se préparer exactement à cette guerre. Il existe un vieux truc en temps de guerre. Quand on ne peut pas montrer la victoire sur le terrain, on montre des chiffres sur un écran. Et c'est exactement ce qui s'est produit ensuite. Le commandement central des États-Unis, connu sous le nom de CENTCOM, a publié un graphique détaillé. Il était conçu pour impressionner. Il énumérait des moyens. Il énumérait des capacités. Il montrait des avions, des navires, des forces terrestres et des systèmes de soutien. Puis il montrait des résultats. Plus de 9000 cibles frappées. Plus de 9000 sorties de combat effectuées. 140 navires iraniens auraient été endommagés ou détruits. De gros chiffres. Des chiffres nets. Des chiffres officiels. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Des analystes supérieurs de la défense ont pointé vers un schéma que l'Amérique avait déjà vu. Un schéma très inconfortable. Dans certains milieux, un graphique est traité comme un miracle. Si les colonnes ont l'air assez propres, la guerre doit forcément bien se passer. Pendant la guerre du Vietnam, les commandants américains sont devenus obsédés par ce qu'on appelait le décompte des corps. L'idée était simple, compter les morts ennemis, montrer au public que des progrès étaient faits. Prouver que la guerre était en train d'être gagnée. Ce qui s'est réellement passé était plus sombre. Les unités qui ne produisaient pas un nombre suffisamment élevé de morts subissaient des pressions d'en haut. Dans certains cas documentés, les morts ont été comptés 2 fois. Les chiffres ont été manipulés, les rapports ont été gonflés. Et au pays, on montrait au public américain une guerre qui était en train d'être gagnée, pendant que les soldats sur le terrain vivaient une guerre qui ne l'était pas. Le même schéma est apparu pendant la campagne aérienne de la guerre du Golfe. Des responsables ont annoncé fièrement que des centaines de chars et de pièces d'artillerie irakiens avaient été détruits depuis les airs. Quand des enquêteurs indépendants sont allés sur place après le conflit et ont compté ce qu'il y avait réellement au sol, ils ont trouvé 11 chars, 12 canons automoteurs, 90 pièces d'équipement diverses. C'était le vrai résultat de 78 jours de bombardement. 11 chars après 78 jours. C'est le genre d'arithmétique qui ne fonctionne vraiment que sous les projecteurs du studio. C'est maintenant cette même logique qui était appliquée à l'Iran. Et c'est ici que le tableau militaire devenait encore plus troublant. Les États-Unis avaient préparé une force terrestre. Des marines étaient en cours de déploiement. La 82e brigade aéroportée était déplacée dans la région. Des bâtiments amphibies se mettaient en position. Des milliers de soldats étaient placés à portée du territoire iranien. Washington construisait quelque chose. Et la cible semblait être les îles près du détroit d'Ormuz. En surface, cela ressemblait à un geste audacieux. Sous la surface, c'était tout autre chose. Des analystes de la défense posaient une question simple. Qu'est-ce que ces troupes feraient exactement une fois arrivées? Un slogan peut très facilement débarquer sur une île. Le faire repartir de l'île est généralement plus compliqué. S'emparer d'une île paraît puissant dans une conférence de presse, mais une île, à moins qu'elle ne soit de la taille d'un continent, est l'une des positions les plus vulnérables qu'une force militaire puisse occuper. Elle peut être vue depuis l'espace. Elle peut être ciblée à 150 km de distance. Elle peut être frappée continuellement par des missiles, par des drones, par des systèmes sous-marins sans équipage. Une fois que les troupes débarquent sur cette île, elles deviennent une cible. Pas une force, une cible. Et les capacités de surveillance de l'Iran persistantes, superposées et appuyées par l'imagerie satellitaire, signifiaient que tout mouvement des forces américaines dans la région serait détecté presque immédiatement. Chaque zone de regroupement, chaque point d'assemblage, chaque bâtiment amphibie se mettant en place, l'Iran le verrait, l'Iran le calculerait, et l'Iran réagirait en conséquence. Le terrain lui-même empirait la situation. Malheureusement, l'imagerie satellitaire a la mauvaise habitude d'ignorer le message de campagne. Le littoral autour du détroit d'Ormuz n'est pas une plage plate, ce sont des falaises. Dans certaines zones, la paroi rocheuse s'élève à près de 1000 pieds. Toute tentative de déplacer des troupes depuis une position de débarquement côtière vers l'intérieur des terres exigerait de grimper directement vers des positions défensives iraniennes déjà préparées. Les historiens militaires l'ont reconnu immédiatement. Cela portait des ressemblances troublantes avec la campagne de Gallipoli de 1915, où les forces alliées ont débarqué sur un littoral fortement défendu, ont grimpé en montée sous un feu écrasant et ont subi des pertes catastrophiques. Cette campagne a duré 9 mois. Un demi-million d'hommes y ont été engagés. Et elle s'est terminée par un échec total. Les marines américains positionnés dans le golfe Persique étaient bien entraînés.
Ils étaient disciplinés, ils étaient compétents, personne ne remettait en question la qualité du soldat individuel. La question n'a jamais porté sur les soldats. La question portait sur la mission qu'on les envoyait accomplir. Et cette mission, selon chaque analyste militaire sérieux qui examinait la situation, n'avait pas de réponse réaliste. Oublions les missiles un instant. Oublions les avions. Oublions les îles. Parce que pendant que le monde regardait les feux brûler au-dessus de Téhéran, autre chose se produisait discrètement. Quelque chose dont aucun présentateur de télévision ne parlait. Quelque chose qu'aucun point de presse officiel ne mentionnait. Quelque chose qui était, à bien des égards, plus dangereux que tout ce qui traversait le ciel du Moyen-Orient. La maison financière de l'Amérique était déjà en flammes. Et aucune mise en scène patriotique ne peut refinancer une mauvaise stratégie. Le département du Trésor des États-Unis a publié ses états financiers consolidés pour l'exercice précédent. Le document était officiel. Les chiffres étaient réels. Et il racontait une histoire que presque personne dans les médias traditionnels n'avait choisi de rapporter. Le total des actifs du gouvernement des États-Unis s'élevait à environ 6 billions de dollars. En face de cela, le total des passifs s'élevait à 47 billions de dollars. Et si les obligations à long terme hors bilan, les promesses faites aux générations futures, étaient ajoutées à ce calcul, le nombre dépassait 136 billions de dollars. 136 billions face à une économie nationale qui produit environ 28 billions par année. Pour ceux qui ont du mal à visualiser des chiffres en billions de dollars, des analystes ont proposé une image plus simple. Imaginez un ménage. Ce ménage gagne 52 000 dollars chaque année, mais il dépense 73 000 dollars chaque année. Il affiche déjà un déficit annuel de 20 000 dollars. Et le total de ses dettes et de ses promesses non financées atteint 3 millions de dollars. Voilà le gouvernement des États-Unis décrit comme un budget familial. Selon n'importe quelle mesure comptable standard, ce ménage est insolvable. Mais, dans le théâtre washingtonien, l'insolvabilité est souvent traitée comme un simple détail administratif, jusqu'à ce que les caméras s'éteignent. Et c'est dans cette réalité financière, déjà tendue, déjà fragile, déjà remise en question par des créanciers étrangers qui réduisaient discrètement leurs achats de dettes américaines, que l'administration Trump avait maintenant lancé une campagne militaire à grande échelle au Moyen-Orient, une campagne qui générait déjà des demandes de dépenses supplémentaires de 200 milliards de dollars, une campagne sans point de sortie défini, une campagne contre un pays de 93 millions d'habitants répartis sur des centaines de milliers de milles carrés. La pression financière ne venait pas d'une seule direction, elle venait de partout à la fois. Le détroit d'Ormuz, cette étroite voie d'eau au centre de ce conflit, transporte bien plus que du pétrole. Chaque jour, 47% de l'approvisionnement mondial en soufre y transite. 24% de l'ammoniac mondial, 35% de l'urée dont dépendent les agriculteurs de toute l'Asie et de toute l'Afrique pour faire pousser de la nourriture. Ce ne sont pas des produits de luxe, ce sont les matières premières de l'engrais, les éléments de base de l'approvisionnement alimentaire mondial. Quand ces expéditions cessent de circuler, les récoltes échouent. Et quand les récoltes échouent, les gens ont faim. Les conséquences économiques commençaient déjà à s'étendre au-delà du Moyen-Orient. Des chaînes d'approvisionnement qui avaient pris des décennies à se construire montraient des signes de tension. Des industries qui dépendent du pétrole, non seulement pour le carburant, mais aussi pour les plastiques, l'emballage et les biens manufacturés de base, commençaient à faire face à des pénuries. Des analystes avertissaient que, d'ici l'été, des citoyens ordinaires dans des pays loin du golfe Persique commenceraient à ressentir directement les effets dans leurs épiceries, à leurs stations-service, dans la disponibilité de biens de base qu'ils avaient toujours tenus pour acquis. Mais peut être le détail le plus révélateur dans tout ce tableau économique n'était pas la dette. Ce n'étaient pas les chaînes d'approvisionnement. C'était un concept que des analystes supérieurs de la défense avaient identifié comme la force motrice derrière la prise de décision à Washington, le sophisme du joueur. C'est un schéma psychologique bien documenté. Un joueur est assis à la table, il perd. Les pertes sont sérieuses, mais au lieu de s'éloigner, il se convainc qu'un autre lancer, qu'un pari dramatique et décisif de plus, va tout récupérer. Cela réparera les pertes. Cela rétablira sa position. Cela fera disparaître la douleur. Cette façon de penser n'a jamais fonctionné dans un casino et elle n'a jamais fonctionné en temps de guerre. Pourtant, selon les analystes qui suivaient la situation de près, c'était précisément la logique qui semblait guider le bureau le plus puissant du monde. Encore une frappe, encore une poussée, encore un geste spectaculaire. Et tout allait se renverser alors que l'horloge était déjà en train d'expirer. Chaque horloge finit par manquer de temps, et celle-ci allait plus vite que quiconque à Washington ne voulait l'admettre.
La pause de 5 jours que l'administration Trump avait discrètement insérée dans l'échéancier n'était pas une stratégie. Ce n'était pas un coup de maître en négociation. Ce n'était pas un signe de force. C'était du temps emprunté contre une dette qui n'avait aucune bonne option de remboursement. Parce que, quand cette pause prendrait fin, et elle prendrait fin, l'administration se retrouverait exactement au même endroit qu'au départ, sauf qu'avec moins d'options, moins de crédibilité, et un monde qui observait très attentivement. L'ensemble du spectacle suivait la logique d'un joueur qui insiste pour dire que le prochain tour réparera aussi les 10 premières conférences de presse. Les Iraniens observaient eux aussi, et ils ne paniquaient pas. Des analystes supérieurs ont relevé quelque chose de crucial dans la posture de l'Iran tout au long de ce conflit. Téhéran n'opérait pas à partir d'une position de désespoir. Il opérait à partir d'une position de patience. L'Iran avait anticipé ce moment depuis des années. Il avait déplacé ses moyens navals fonctionnels sous terre. Il avait construit des systèmes de missiles redondants. Il avait dispersé son infrastructure militaire la plus critique sur de vastes distances géographiques, précisément pour survivre au type exact de campagne aérienne soutenue que les États-Unis avaient lancée. Chaque vague de frappes américaines avait touché quelque chose, mais pas tout ce qui comptait. Et cette distinction changeait tout. L'opération terrestre vers laquelle Washington semblait se diriger comportait des risques qui allaient bien au-delà de mauvais titres. La patience, contrairement à l'assurance tapageuse des chaînes d'infos, vieillit généralement beaucoup mieux sous pression. Des analystes de la défense ont tracé une ligne directe entre la stratégie proposée de prise des îles et l'un des échecs militaires les plus catastrophiques de l'histoire moderne, la campagne de Gallipoli de 1915. Les commandants britanniques avaient abordé cette opération avec une confiance totale. Ils avaient un plan, ils avaient des forces, ils avaient un appui naval. Ce qu'ils n'avaient pas, c'était une compréhension honnête du terrain, des défenseurs, ni des limites de leur propre capacité. 500 000 hommes ont fini par être engagés dans cette campagne. Le terrain les a vaincus avant que l'ennemi ne le fasse. Ils grimpaient des falaises vers des positions préparées sous un feu continu. Le détroit d'Ormuz présentait un problème géographique presque identique. Des falaises de 1000 pieds le long du littoral, un terrain qui rendait toute opération de débarquement immédiatement vulnérable. Et derrière ce terrain, une armée iranienne qui avait passé des années à étudier exactement la façon dont une opération amphibie américaine serait menée et à préparer les contre-mesures précises pour la détruire. La comparaison avec le Vietnam était tout aussi sobre. Quand des forces terrestres américaines ont débarqué pour la première fois au Sud-Vietnam, elles n'avaient pas d'objectif clair. La campagne qui a suivi a duré 8 ans. Elle a coûté 58 000 vies américaines. Elle a consumé des ressources à une échelle qui a endommagé l'économie américaine pour une génération, et elle s'est terminée par un retrait, pas par une victoire. La confiance a toujours eu une sonorité magnifique au pupitre. Les falaises, elles, sont beaucoup moins impressionnées. Les analystes qui observaient la situation actuelle notaient que les conditions structurelles étaient alarmantes de ressemblance. Une campagne aérienne qui n'atteignait pas les objectifs annoncés. Des forces terrestres introduites sans mission clairement définie. Une direction politique publiquement engagée envers un récit de succès, alors que la réalité opérationnelle racontait une histoire complètement différente. Rolling Thunder, la campagne massive de bombardements américains sur le Nord-Vietnam, avait été célébrée dans exactement le même langage que celui utilisé aujourd'hui. Cible détruite, mission accomplie, chiffres en hausse. Et pourtant, le Nord-Vietnam ne s'était pas rendu, ne s'était pas effondré, ne s'était pas brisé. Il avait absorbé les frappes et continué à se battre. La leçon de Rolling Thunder était claire. Les bombardements, à eux seuls, ne mettent pas fin aux guerres. Ils ne l'ont jamais fait. L'histoire continue de déposer la même plainte, et Washington continue d'égarer le dossier. Et puis est venue la question à laquelle aucun responsable à Washington n'était prêt à répondre publiquement. Que se passe-t-il si l'opération terrestre est lancée et qu'elle échoue? Pas un petit échec qui peut être géré avec un langage prudent et des rapports sélectifs. Un vrai échec. Perte massive, forces clouées sur place, navires frappés, hélicoptères qui tombent, soldats capturés, et ensuite, c'est généralement le moment du point de presse où les adjectifs restent solides et où les réponses disparaissent. Il n'y avait pas de réponse claire, parce qu'il n'y avait jamais eu de plan clair. Les analystes qui avaient suivi la situation depuis le début sont revenus à une seule conclusion, une conclusion qui traversait tout le bruit, toutes les statistiques, tous les points de presse, tous les commentaires télévisés de responsables bardés de références, lisant des éléments de langage approuvés. Les États-Unis étaient entrés dans ce conflit sans objectif stratégique atteignable. Ils n'avaient aucune définition réaliste de la victoire. Ils n'avaient aucune évaluation honnête de l'adversaire. Ils n'avaient aucun plan pour ce qui viendrait après la chute des bombes. Et le monde n'allait pas attendre éternellement que Washington comprenne cela. Quand une stratégie dépend à ce point du récit, c'est généralement le récit qui mène l'essentiel du combat.
Le signal avait été envoyé. Les dégâts avaient été causés. Et quelque part à Téhéran, ils étaient encore debout. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.